Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Bienvenue à cette session d'information. Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué le déplacement ce dimanche après-midi à Colobane pour délivrer un message du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans une note rendue publique hier soir, Ousmane Sonko déclare que depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissement et de désencombrement entrepris par les collectivités territoriales. Et le Premier ministre informe que, par ailleurs, qu'un fait grave a été découvert dans le cadre des investigations en cours sur le littoral. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Dans ce registre toujours, lutte contre l'occupation anarchique des tabliers et autres marchands ambulants ont été déguerpis à Colobane. Ces commerçants ont manifesté leur mécontentement et ils demandent le soutien de l'État pour des solutions durables. Le reportage de Khadija Nadjouf. Colobane dans le désordre, des tables brisées jonchent la route, résultat des déguerpissements qui ont eu lieu dans ce coin de Colobane qu'on appelle Maquette. Les commerçants déguerpis sont dans tous leurs états. Omar Sarr est parmi eux. Tout s'est passé hier vers minuit. Ils sont venus et ont tout enlevé. Nous sommes des chefs de famille et nous n'avons que cela pour vivre. C'est dommage. Ces déguerpissements s'étendent jusqu'au rond-point de Colobane. Les marchands ambulants déplorent l'absence de sommation. C'est malheureux. Ils nous ont déguerpis sans même nous avertir. Nous savons que l'endroit où nous sommes installés n'est pas bon, mais le minimum c'était de nous avertir. Certains ont même perdu une partie de leurs marchandises. Ces travailleurs demandent au gouvernement de trouver une solution à leur sort. Nous lançons un appel au chef de l'État qui trouve une solution. Nous voulons juste un endroit où nous pourrons nous installer sans problème. Les commerçants affirment que la mairie leur a annoncé d'autres déguerpissements dans ce même marché de Colobane. Khadija Nadjouf, et puis réhabilitation de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Bientôt, la structure sanitaire va passer au niveau 2. Une annonce du directeur de l'hôpital. C'était à l'occasion d'une opération de désherbage et de désinfection. Je vous propose de suivre la réaction de Momodou Ndiaye, directeur de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, au micro de Babacar. Ces journées de nettoiement, de désinfection, de dératisation sont très importantes pour les usagers. Ça peut éviter à ces personnes-là d'attraper des infections, ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Ensuite, ça entre dans le cadre des journées de 7-7 mensuelles, en fonction des orientations du ministre de la Santé, notre ministre Dr Si. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'hôpital sera bientôt reconstruit sur site. Les visites ont déjà été faites, les études sont en cours et bientôt les travaux vont démarrer. Ça, ce sont les prochaines étapes ici. Parce qu'actuellement, avec le développement des services, l'arrivée massive de médecins spécialistes ici, il n'y a plus grand-chose à faire. Sinon, reconstruire cet hôpital pour permettre aux médecins de mieux s'exprimer, car nous avons quand même des problèmes de locaux. Et ensuite, avec le vieillissement des bâtiments, il est plus prudent de reconstruire cet hôpital. Et ça, c'est un objectif majeur fixé par l'actuel ministre de la Santé aussi. Non, actuellement, il n'y a pas de problème d'espace. Quand les experts sont passés, c'est des ingénieurs anglais, techniciens. Ils ont vu que l'hôpital regorge d'espace pour pouvoir bâtir un hôpital de niveau 2 même ou 3. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont maintenant rendre compte au ministre qui va prendre les décisions idoines. À Rufisque, toujours dans le cadre du projet intégré de la résilience des zones côtières logées au ministère de l'Environnement, la plage et le fond marin de Djokoul à Rufisque ont été nettoyés. Plusieurs tonnes de déchets ont été collectées par les plongeurs et les populations qui ont été sensibilisées à la préservation de la biodiversité. Reportage sur place, Babacar Sek. Pour la sauvegarde de la biodiversité marine et l'amélioration de la salubrité sur les plages, près de 20 tonnes de déchets ont été collectés dans la zone de Djokoul à Rufisque.
Donc aujourd'hui, nous avons pu au total collecter en l'espace de 5 heures de travail, collecter plus de 20 tonnes de déchets, composés de déchets de toutes sortes, mais aussi des filets qui sont abandonnés en pleine mer, lesquels filets aussi piègent et tuent les animaux, des milliers d'animaux en mer, mais aussi libèrent des particules plastiques qui continuent de polluer la chaîne alimentaire. Et donc l'accumulation de ces déchets-là collectés nous indique, en tout cas, sont une mesure de l'impact des activités humaines sur cet écosystème-là qui nous nourrit. Les populations sont invitées à ne plus faire de la mer une poubelle. Aujourd'hui, donc, nous appelons à tous les acteurs de la pêche, la population et autres, à éviter donc à salir donc la mer et aussi le niveau des plages. Parce que ici, il y avait beaucoup de déchets sur la plage. Mais actuellement, vous avez vu que tout est clean, tout est propre. Donc, comme je le disais tantôt, donc, ne pas salir, c'est mieux. Il y a des points de collecte normalisés, aujourd'hui mis en place par la SONAGED à travers donc, les communes. Donc il faut respecter donc, ces zones de collecte normalisées là et pouvoir acheminer donc, les déchets au niveau de ces lieux, au lieu de les laisser errer ici. Parce que ce n'est pas même bon pour le bétail, parce que ça décime le bétail, surtout avec donc, les déchets plastiques. Les acteurs de la pêche s'engagent à assurer le suivi de l'opération. On va continuer aussi de sensibiliser les acteurs, de ne pas aussi salir, de ne pas aussi polluer. Parce que quand on parle de pollution en mer, ce n'est pas bon non seulement pour la pêche, mais ce n'est pas bon pour l'environnement. Quand on parle de poissons, on a besoin de l'hygiène et de qualité. Pour rappel, le projet WACA couvre 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et intervient au Sénégal, à Dakar, à Saint-Louis et en Casamance. Babacar Seck, polémique autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. L'ancien parlementaire Théodore Monteil se prononce. Selon lui, après le rétablissement du poste de Premier ministre, l'Assemblée nationale n'a pas mis à jour les dispositions de son règlement intérieur conformément à la Constitution du Sénégal. Théodore Monteil ajoute qu'il s'agissait d'un projet de loi qui n'a pas été fait, ce qui a rendu aujourd'hui le règlement intérieur de l'Assemblée nationale caduc. Théodore Monteil était l'invité de Hassan Gueye, JDD. Le compte-rendu est signé Mamadou Dia. Théodore Chérif Monteil dit qu'il a lui-même conduit en tant que député la grande réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en 2019. Après la suppression du poste de Premier ministre. Des réformes où il fallait mettre en conformité le règlement intérieur et la Constitution du Sénégal. Une nouvelle loi présentée en 2019 votée au sein de l'hémicycle, abrogeant ainsi le poste de Premier ministre. La déclaration de politique générale, la motion de censure et les dispositions permettant au président de la République de dissoudre la représentation nationale. Après le rétablissement de la primature, l'Assemblée nationale ne s'est pas soumise au même exercice pour remettre ces dispositions dans le règlement intérieur. Selon l'ancien parlementaire. Lorsque le poste de Premier ministre est revenu, on a modifié la Constitution pour réinscrire le Premier ministre dans la Constitution sénégalaise, mais l'Assemblée nationale n'a pas fait le même exercice. Il n'y a pas eu de parallélisme de forme. Le règlement intérieur n'a pas été modifié pour le remettre en adéquation avec la nouvelle Constitution. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'installation de la 14e législature, les députés ont reçu un règlement intérieur, édition 2021, dans lequel on avait réintroduit tous les éléments qui concernaient le Premier ministre. C'est une proposition de loi qui n'a pas été faite d'après Théodore Chérif Monteil. L'ancien parlementaire dit avoir alerté à l'époque l'hémicycle sur cette anomalie. Mais l'Assemblée nationale avait fait la sourde oreille. Donc, au moment de l'ouverture de la session, en octobre 2022, ils auraient pu tout de suite introduire une proposition de loi, d'autant plus que lorsque le nouveau règlement intérieur a été distribué, certains anciens députés et moi-même avions remarqué qu'ils avaient réintroduit des dispositions relatives au Premier ministre sans que ça ne passe par le vote. Donc, nous avons alerté à l'époque l'Assemblée nationale. Nous les avons interpellés directement, les députés, pour leur dire « Attention, le règlement intérieur qu'on vous a distribué comporte des dispositions qui ne sont pas passées par le vote. Donc, il faut faire attention. » À l'époque, je pense que le président Mamadou Lamine Diallo avait même écrit au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, pour lui demander le retrait du document et qu'on puisse procéder au vote de la nouvelle loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Ça n'a pas été fait. Tous les députés qui crient au scandale aujourd'hui étaient au courant de cette anomalie depuis 2022, selon l'ancien député Théodore Chérif Montey. L'annulation du débat d'orientation budgétaire, Théodore Montey dit ne pas comprendre cette décision. Le débat d'orientation budgétaire, une exigence de la Constitution, souligne-t-il. L'ancien député se dit inquiet. Il invite les parlementaires à respecter les textes. Le voici au micro de Hassan Gueye. Il faut surtout être très inquiet pour le Sénégal parce qu'on est en train d'entrer de façon organisée ou même volontaire dans une crise institutionnelle qui ne dit pas son nom. Et la question qu'il faudrait se poser, que je pose d'ailleurs, que j'ai posée à certains anciens collègues députés et dont je n'ai pas encore la réponse, c'est quelles sont les raisons et quels sont les fondements de l'annulation du débat d'orientation budgétaire, parce que c'est une exigence de la Constitution qui dit qu'au cours de la session, il est organisé un débat d'orientation budgétaire. C'est ce débat d'orientation budgétaire basé sur le document de programmation budgétaire économique pluriannuel et sur le document de programmation pluriannuelle des dépenses qui permet de nous projeter sur le budget de 2025. Donc s'il n'y a pas de débat d'orientation budgétaire, je ne sais pas comment on va aller vers le vote de la loi de finances. En tout cas, c'est une base fondamentale pour le vote de la loi de finances. Et comme c'est une exigence de la Constitution, je ne vois pas comment le bureau de l'Assemblée nationale peut se réunir et l'annuler. Sur quel fondement, sur quelle base? Je pense qu'on est en train de nous amuser avec nos textes. Il faudrait qu'on revienne à nos fondamentaux et qu'on fasse attention. Parce que si les dirigeants, si les représentants de la nation tombent dans le travers des hors-la-loi, c'est la porte ouverte à tous les excès. Théodore Chérif Montey était l'invité de Hassan Gueye dans JDD. Et puis baccalauréat 2024, à moins de 2 jours de l'examen, les candidats sont dans les préparatifs des sessions intensives de révision. Ils veulent tous obtenir leur premier diplôme universitaire. Pas de jour de repos pour les candidats. Un reportage au lycée Blaise Diagne et c'est signé Khadija Diouf. Ñun ki lañ wara def examen le 2 mardi inchallah. C'est un dimanche, mais les candidats au baccalauréat sont malgré tout à l'école. Ils sont tous à fond dans les révisions. Day metti mom buma commencé jang touti damay sonu lol da nga ay nelaw rek mo ci top dal do mun jangat. En série L2, cette candidate ne doit réviser qu'une partie de ses leçons en histoire et géographie pour combler le tout. On le prépare avec la tête reposée. On essaye de faire le maximum, mais on ne peut pas tout faire. On essaye de réviser le maximum. On n'a pas fini de réviser, surtout en histoire-géo. Il y a plus de 10 leçons, 17, 18. On ne peut pas finir toutes les leçons, mais on essaye quand même. Ces candidats au bac enchaînent les révisions, parfois restent même à l'école jusqu'au soir. Certains continuent chez eux, et ce, jusqu'à l'aube. Cheikh Aïdara et sa camarade expliquent. Depuis la fermeture des écoles, je viens ici tous les jours, presque de 10h à 19h. J'ai des amis qui font ça, parce que je vais devoir envoyer des messages à 5h du matin pour demander des questions. Nous, on ne peut pas voir les messages parce qu'à 7h, on est au lit. Du coup, le matin, on les répond. Malgré tout, ils avouent être sans pression. Moi, de mon côté, amul pression, parce que li war mom dina ko def inchallah muy jang. Mais le dernier mot revient à Dieu. Une sérénité que n'affiche pas son camarade Mohamed Lamine, chez qui la pression monte. Bon, ça se passe bien, on essaie de gérer, de ne pas être embrouillé. La pression monte naturellement parce que déjà, chaque personne essaie de te demander c'est quand. À la suite, voilà, tu te pousses dans la pression. Dans quelques jours, les candidats au baccalauréat feront face au grand jour. Ce 2 juillet, ces candidats affronteront les épreuves du bac. Bonne chance à tous les candidats. Khadija Diouf. Et puis dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'information sur les modes alternatifs de règlement des différents auprès des acteurs et opérateurs économiques et financiers locaux, une réunion publique d'information a été organisée à Kaolack. Je vous propose de suivre la réaction de Cheikh Cissé. Ces propos sont recueillis par Sekou Diallo.
c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité économique. C'est un projet qui englobe deux composantes. La première composante de ce projet a consisté à faire l'étude diagnostique sans complaisance des structures et mécanismes d'arbitrage spécialisés dans la conduite des affaires pour identifier leurs forces, leurs faiblesses et faire des recommandations pertinentes. Le projet, dans l'intitulé du projet, on parle d'arbitrage, mais en réalité, c'est l'ensemble des modes alternatifs de règlement des différends qui sont visés, notamment l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Donc, dans la seconde composante du projet, il est question de former, de sensibiliser, de faire la promotion des modes alternatifs, y compris la vulgarisation et l'opérationnalisation du dispositif donc, qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal pour la promotion de ces modes alternatifs de règlement des différends. Donc à travers ces tournées régionales, ce qui est visé, c'est de faire la promotion des structures et mécanismes qui ont été mis en place par les autorités pour les faire connaître à travers toutes les régions du Sénégal, mais c'est également de sensibiliser les acteurs et opérateurs économiques et locaux sur les avantages de l'utilisation de ces modes alternatifs de règlement des différends. Donc c'est des modes alternatifs qui présentent vraiment beaucoup d'avantages par rapport au recours juridictionnel. Et pour finir, en plus bref, présidentiel en Mauritanie, le président mauritanien sortant Mohamed Ould Ghazouani, qui brigue un second mandat, est largement en tête après le dépouillement d'environ 90% des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du 29 juin 2024, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante. Cette dernière publie en continu bureau par bureau les résultats du scrutin. Le principal opposant, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abe, pour l'heure deuxième avec environ 22% des voix, a déclaré aujourd'hui au cours d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la CENI de Ghazouani, qu'il accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir. Le gouvernement a mis en place un observatoire national chargé de surveiller l'élection présidentielle que l'opposition a dénoncé comme un instrument de manipulation du scrutin. Et c'est la fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.